euh, l'histoire des femmes m'avait toujours préoccupée. Quand j'étais étudiante, j'avais proposé à professeur Labrousse, qui était un grand maître d'histoire économique et sociale, hein, à la Sorbonne, de travailler sur le féminisme. Et à l'époque, ça l'avait fait sourire. Hein. Et pour moi, le deuxième sexe venait de paraître, 1949, Simone de Beauvoir, hein, et donc ça m'avait beaucoup frappé. Mais en lui posant la question, j'étais un peu consciente d'être presque impertinente. Et j'avais très bien compris qu'il me réponde que c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Et j'avais été très enthousiasmée par l'idée de travailler sur le monde ouvrier. Il m'avait proposé de travailler sur les grèves de la monarchie de Juillet, début du 19e siècle. Ça me plaisait beaucoup. Et j'ai donc ensuite fait une maîtrise, puis une thèse, hein, sur les grèves à la fin du 19e. Et pour moi, c'était très logique, si vous voulez, parce que j'étais progressiste, à gauche, bon, et le monde ouvrier, moi je suis pas une ouvrière, je viens du milieu bourgeois, c'était vraiment la figure, d'une part de l'opprimé, mais pas seulement, de la force montante. La classe ouvrière, à ce moment-là, bien voir, c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'était vraiment la classe qui était la classe de l'avenir à cette époque-là. Hein. Reconstruction, les chantiers, les mineurs, oui, c'était vraiment ça qui était très, très, très important. Donc, d'une certaine manière, contribuer à donner modestement à la classe ouvrière son histoire, avec les instruments scientifiques de l'université, me paraissait quelque chose de bien, quoi, voilà, c'était très bien. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'étais professeur, j'ai passé l'agrégation, tout ça, donc j'avais quand même beaucoup de travail. Donc je me suis mariée aussi, enfin, la vie privée, la vie professionnelle, fait que j'ai mis du temps à faire toutes ces choses. J'ai soutenu ma thèse dans les années très exactement en 71, hein, et j'étais en train de terminer l'écriture de ma thèse quand 68 est arrivé, j'étais dedans. Hein. Et d'ailleurs 68 a changé un peu mes perspectives sur les grèves, parce que, comme tout le monde le sait, le mouvement de grève de 68, ça a été un des plus importants dans l'histoire ouvrière. Donc, je voyais la grève vivante. Cette grève que j'étudiais dans les archives, je la revoyais vivre sous mes yeux, et ça m'a changé un petit peu l'écriture de mon travail à ce moment-là. Donc, l'histoire ouvrière, oui, elle occupe tout le terrain, pratiquement jusque dans les années 70. Et puis en 70, il y a 68, on va peut-être en reparler. Oui. 68 parle pas tellement des femmes, faut bien le dire, mais 2 ans plus tard, il y a le mouvement de libération des femmes. Hein. Et s'il y a eu le mouvement de libération des femmes en 70, c'est parce que les femmes présentes dans le mouvement avaient eu aussi le sentiment qu'on ne parlait pas d'elles. Hein. Et comme très souvent dans l'histoire des femmes, cette histoire s'engouffre dans des brèches. Hein, des brèches du pouvoir, des brèches de mouvement, etc., etc. Et une fois que tout ça a été un peu retombé, la flamme de 68, et ils se sont dit, et nous, dans tout ça, et nous. Et il y avait le mouvement le Women's Lib américain, grosse influence sur les Français, mouvement de libération des femmes, et c'est comme ça que et alors, de fil en aiguille, si vous voulez, je dis on parce que c'était très collectif, on était militants dans le mouvement des femmes, on manifestait, bon, moi j'étais dans une université, Jussieu, Paris 7 Jussieu, et Paris 7 Jussieu était, on peut dire, un haut lieu du gauchisme. Hein. Il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de tout ça, et il y avait beaucoup de féminisme. Les manifestations féministes commençaient à Jussieu. On se réunissait à Jussieu, puis après on organisait les manifs, et puis on avait des banderoles, et on rangeait les banderoles dans les placards de Jussieu. Enfin voilà, Jussieu tenait donc un très très grand rôle. Mais là, il y a un nouveau déclic qui est, à ce moment-là, je passe rapidement sur mon parcours professionnel, mais après ma thèse,
j'ai été maître de conf, maître assistant, tout ça, et puis professeur. Et avec donc un petit peu de pouvoir quand même. Et là, je me suis dit, mais c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que je fais dans mon enseignement sur les femmes? Rien. C'est le silence. C'est le silence total. Et c'est comme ça qu'avec 2 autres collègues et amis, on a décidé, elles étaient d'accord avec moi, tout à fait, on va faire un cours sur les femmes. Voilà, on va lancer un cours sur les femmes. Et en 1973, on a proposé, sans difficulté, à Jussieu, les collègues étaient un peu étonnés, mais enfin, tout à fait solidaires. Les femmes ont-elles une histoire? Voilà. Et on n'en était pas tellement sûr. Hein. Oui. on peut parfaitement dire qu'il y a un glissement d'une invisibilité à une autre. Hein. Le monde ouvrier était invisible. Ceci dit, le monde ouvrier avait produit beaucoup de sources quand même, hein, à partir du moment où il y a le syndicalisme, les congrès, et même les grèves modestes, on fait des tracts, on fait des affiches, etc. C'était encore moins vrai pour les femmes. Hein. Les femmes restaient dans le privé et produire des textes publics, c'était donc plus difficile. Donc il y avait une invisibilité supplémentaire du côté des femmes qui tenait à leur place de dominer dans la société. Absolument. Donc il y a une homologie, si vous voulez, une analogie entre les ouvriers et les femmes, mais dès qu'on passe à l'histoire des femmes, on aborde des problèmes particuliers qui tiennent au rapport homme-femme dans la société. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.